Et soyez les bienvenus sur les fréquences de Tendance Ouest jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, avec la même invitée que la semaine passée, invitée qui est médecin, psychiatre, auteur de ce livre sur la maladie d'Alzheimer, que faire face à cette maladie, et c'est paru aux éditions du Rocher. Nous allons avec vous continuer de tourner les pages de ce livre. Merci de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine passée. Bonjour et merci de votre accueil. Eh bien, je suis à la fois médecin psychiatre et médecin gériatre. Je travaille depuis 34 ans dans le plus grand hôpital gériatrique de France, puisqu'il comporte 1000 lits et places, et 80% de mes patients sont atteints de maladie d'Alzheimer. Et je suis par ailleurs titulaire d'un doctorat de philosophie pratique et d'éthique médicale. Nous allons continuer cette émission par rapport à cette première partie de la semaine passée. Lorsqu'on parle de diagnostic de maladie d'Alzheimer, on entend comme le glas sonner, comme si c'était la fin, et on parle de deuil blanc. Quelques explications à ce sujet. Alors le deuil blanc, en principe le blanc n'est pas la couleur du deuil. C'est plutôt le noir, dans notre culture du moins. Donc le deuil blanc, c'est un deuil anticipé de la personne que l'on va accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est tout à fait dramatique. C'est quelque chose qui se met en place chez l'aidant pour moins souffrir. C'est un mécanisme de défense. Il va se dire, ça y est, plus rien ne sera pareil. Moi, je me voyais ailleurs, passer une retraite agréable avec mon mari ou avec ma femme. Et voilà qu'on m'annonce, la plupart du temps brutalement pour les personnes. Moi, j'essaie de ne pas le faire brutalement, mais comme un coup près, que mon mari ou ma femme a une maladie d'Alzheimer. Et évidemment, il ne sera plus la même, parce que cette annonce est en même temps un pronostic de déchéance, dépendance, tous les privatifs de manque, d'altération, à la fois du cognitif, de l'esprit, du jugement, du raisonnement, et puis du corps qui va se déliter aussi. Donc, c'est très bien de vieillir très longtemps, mais autant vieillir sans incapacité. Et la maladie d'Alzheimer vient rappeler qu'il y aura cette incapacité-là. Et évidemment, l'aidant est tout à fait stressé, angoissé par cette annonce qu'il entend, lui, comme un coup près. Le malade, dans le fond, subodore qu'il y a déjà quelque chose qui va pas bien, il met pas le nom dessus, et puis il y a un autre mot un peu barbare qui s'appelle l'anosognosie, c'est-à-dire A privatif, noso maladie, gnosie reconnaître. Le malade d'Alzheimer ne se reconnaît pas comme étant malade. Donc pour lui tout va bien. À toutes mes consultations, mais très bien, c'est ma femme qui dit que je vais pas bien. Et là, la femme est en pleurs, elle va vous raconter qu'il a pris sa voiture, qu'il a fait des achats inconsidérés, qu'il y a eu des accidents, qu'il oublie à mesure, que ce n'est plus possible. Et l'épouse de dire, ou l'époux de dire face à la personne qui a cette maladie d'Alzheimer, mon mari ou ma femme est morte, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle, je ne le reconnais plus. C'est vrai, d'autant qu'avec l'évolution de la maladie, peut-être que la personne ne va plus reconnaître son proche. Ça s'appelle la prosopagnosie, ne plus reconnaître les visages familiers. Ça fait partie du fait que toutes les gnosies, toutes les reconnaissances dans le cerveau, où il y a ces agglomérats de protéines anormales, eh bien, sont altérées par cette maladie. Et ça, c'est extrêmement épuisant pour les dents de se dire, moi, je veux bien aider, tout, c'est papa, c'est maman. J'ai dit, je promettrai que jamais le placerai, mais là, il ne me reconnaît même plus. À quoi ça sert? Alors moi, j'explique toujours que c'est lui, c'est elle, vous connaissez leur histoire, et c'est sur cette histoire qu'il faut s'appuyer, sur la mémoire ancienne, sur tout ce que vous savez, sur un contact, une caresse, la voix, un bon plat. Et tout de suite, vous aurez une fulgurance qui va ressortir. Mais oui, tu es ma femme. Mais oui, même si on confond les générations. Après l'annonce, quel suivi médical, psychologique, aide à domicile, aide sociale, protection juridique, curatelle et tutelle? Vous abordez aussi tout cela dans votre livre « Que faire face à Alzheimer ». Oui, effectivement, parce que j'ai aussi une autre casquette. Je suis expert auprès des tribunaux, maintenant rétrogradé, un médecin inscrit sur les listes auprès du procureur de la République. Donc, je fais énormément de certificats médicaux circonstanciés en vue d'une mesure de protection. La loi a changé, elle va encore changer pour plus de souplesse, pour plus d'anticipation, vers plutôt une habilitation familiale. Mais toutes les familles ne souhaitent pas devenir le tuteur, le représentant légal et civil de leurs parents. C'est extrêmement délicat parfois. Donc
ça, c'est un côté, donc je veux absolument faire savoir que c'est pas une catastrophe, qu'on peut vous aider à tous les niveaux de cette prise en charge et de cette anticipation. Et ce matin, je viens de faire une expertise à l'hôpital où je vois les dents en larmes, le patient complètement à côté de la plaque, incapable de faire un test, donc je n'assiste pas. Je sais comment il faut formuler les choses, j'explique, j'ai toute une attitude de guidance pour ça. Et alors après l'annonce, eh bien déjà, le moment de l'annonce est un moment qui est très important. Ne jamais faire une annonce en une consultation. Je vous ai dit, il faut un faisceau de présomptions et d'indices pour asseoir mon diagnostic. Au moins 3 consultations. Et prendre le temps, pas farfouiller dans son dossier derrière l'écran de l'ordinateur, être au courant de la famille que je vais recevoir. Le faire en plusieurs temps. On annonce toujours à la personne malade et si elle est d'accord, à son aidant. Donc prendre du temps et ne jamais faire un diagnostic sec. C'est un diagnostic suivi d'une consultation de suivi. D'hôpital de jour thérapeutique, d'accueil de jour. Il faut aller dans ces clics qui sont des lieux d'information et de formation. Une chanson, un refrain que nous entendons régulièrement. Je ne me souviens plus très bien, j'ai la mémoire qui flanche. Et parfois nous nous disons, est-ce que je ne suis pas atteint par la maladie d'Alzheimer parce que simplement j'oublie régulièrement quelque chose. C'est une chanson absolument magnifique, mise en belle musique et en belle voix par Jeanne Moreau. Oui, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais je me souviens plus très bien, ça veut pas dire que je me souviens plus du tout. Et mes malades d'Alzheimer commencent à perdre la mémoire des choses immédiates du repas qu'ils ont mangé le midi, mais se souviennent très bien des autres mémoires. Nous n'avons pas une mémoire, mais des mémoires, et des mémoires sensorielles. Donc ça, c'est très important de s'appuyer sur ces mémoires sensorielles, tout ce qui est en capacité d'être stimulé. Et ce n'est pas parce que j'ai une perte de mémoire que j'ai Alzheimer. Vous voyez, l'autre jour, je suis interrompue dans une tâche, je ferme automatiquement ma maison, je ne retrouve plus les clés de ma voiture. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que les Grecs faisaient depuis toujours, c'est la méthode des lokis, des lieux. Je retourne chez moi, je refais le chemin inverse et je retrouve mes clés dans mon frigidaire. Est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer ? Non. Est-ce que je suis une grande folle, une grande démente ? Non. Est-ce que je suis une profonde dépressive ? Non. Simplement, j'étais interrompue dans mon processus de mémorisation. Quand on est distrait, quand on a des troubles de l'attention et de la concentration, on a l'impression qu'on devient fou. Ah mais j'étais là, j'en étais sûre, je l'ai mis là. Donc il faut ritualiser. Quand on a un coup de fil, attends, je te rappelle. J'étais en train de faire une action, on va jusqu'au bout de l'action. Ce sont des petites choses que je donne dans mon livre, des petites indications et qui vont vous faire garder raison. Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, vous êtes l'invitée de Tendance Confidence. Suite de ce magazine dans quelques instants sur Tendance Ouest. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence avec notre invitée, Dr Véronique Lefebvre-Desnouettes. Vous êtes donc spécialisée en psychiatrie du sujet âgé et vous publiez aux éditions du Rocher Que faire face à Alzheimer. Mais dans quel monde est le patient qui a cette maladie d'Alzheimer ? C'est un monde étrange dans lequel je vous invite à pénétrer. Mon livre est émaillé de mots, de cas cliniques, de ce que me disent les malades et c'est absolument magnifique parce que c'est un monde où on vous fait voir une fleur alors qu'il n'y a pas de fleur. C'est un monde qui est très poétique et j'aime à retrouver les paroles poétiques de mes malades, même si la maladie d'Alzheimer au stade évolué leur fait perdre parfois le sens des mots. Oui, c'est un monde étrange, mais dans lequel je vous invite à pénétrer et certainement pas rester au seuil de ce monde qui vous paraît étrange. Notre cerveau a différentes parties. Mais pourquoi est-ce que c'est l'oubli qui est marqué ? Alors l'oubli est parfois une qualité. Et donc en ce sens, la maladie d'Alzheimer, surtout quand il y a des choses un peu douloureuses à se souvenir, il est préférable que les malades oublient. Et moi, j'ai affaire à des malades très âgés qui ont eu des psychotraumatismes et qui sont une porte d'entrée vers la maladie d'Alzheimer. Eh bien, je ne vais pas aller les chatouiller, là où ça fait mal. Alors l'oubli, bien sûr, et son pendant, c'est la mémoire. Nous avons 2 hémisphères dans cette zone du cerveau profond qui est le circuit de Papez, qui est le circuit des émotions. Nous avons l'amygdale, l'hippocampe et tout le circuit dans lequel vont pénétrer les afférentations sensorielles. C'est-à-dire tout ce que je vais percevoir va passer par ça. Le malade d'Alzheimer va oublier les faits récents et pas les faits anciens. Et pas les psychotraumatismes. Et c'est là où il est intéressant, dans une consultation mémoire, d'avoir un psychiatre. Et quand la maladie évolue, écrivez-vous page 175, la mémorisation se fait moins bien et le langage devient difficilement compréhensible.
peut y avoir, surtout quand il y a des facteurs de risque vasculaire, une jargonophasie. C'est-à-dire que le bon mot ne va pas venir. On va accompagner par des gestes quelque chose qui ne veut plus sortir et qui stresse le malade. Donc, charge à nous de retrouver le signifiant derrière le signifié. Et vous qui êtes médecin psychiatre, que pensez-vous de cette phrase entendue parfois, ce que je supporte le moins bien chez les autres, ce sont d'abord mes propres défauts, et ce qu'on appelle parfois l'effet miroir? Oui, c'est l'effet miroir, et puis je veux pas me retrouver dans cette personne qui est en train de perdre la tête, de devenir fou. C'est-à-dire d'une maladie du grand âge, on sombre dans une maladie de la folie, et c'est jamais de la folie. Ce sont des moments avec des symptômes qui peuvent être productifs, mais qu'on sait très bien prendre en charge. Alors que faire comme exercice pour faire travailler sa mémoire et retarder cette éventuelle échéance de cette maladie d'Alzheimer? Alors, je conseille, dès qu'on a une plainte mémoire qui retentit sur les actes de la vie quotidienne de façon assez embêtante, oublier un rendez-vous, aller plusieurs fois acheter la même chose sans s'en rendre compte, bien se faire appareiller avec le grand âge, c'est très important. Les hommes, comme les femmes sont très coquets, ne veulent pas avoir de petits appareils auditifs, mais il faut bien entendre, bien voir, avoir le toucher, la langue, le goût, un corps sain, dans un esprit sain. Vous avez parlé tout à l'heure de l'âme. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je demande, est-ce que vous avez une croyance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous porte? Et très souvent, oui, c'est la réponse. Il y a une espèce de transcendance qui n'est pas forcément religieuse, qui est horizontale et que nous prenons vis-à-vis des soignants et des patients atteints. Donc, stimuler son cerveau, c'est très important, mais on n'a pas un cerveau tout seul. Il est dans un corps qu'il faut bien nourrir, qu'il faut entretenir. Une demi-heure de marche rapide par jour fait diminuer le nombre de malades d'Alzheimer de 30%. Donc allons-y. Il faut le régime crétois ou méditerranéen, des fruits et des légumes frais, du poisson gras, beaucoup d'huile d'olive, puisque dans les oméga 3, vous avez des antioxydants qui donc protègent votre gaine de myéline, votre neurone. Donc un cerveau sain, un corps sain, et stimuler son cerveau. Pourquoi? Parce que la mémoire ne s'use que si l'on s'en sert pas. Et à la fin de votre livre, vous utilisez un mot qui fait du bien, puisqu'il s'agit de la bienveillance. C'est un mot-clé par rapport à tout ce dont nous avons parlé avec vous dans ces émissions. C'est une magnifique notion qui est souvent reléguée au rang des bleuettes. C'est bienveiller, ça veut dire veiller bien, veiller sûr, et non pas surveiller. Et donc ça, c'est très important dans le soin. Avoir cette vigilance éthique, changer ce regard, ça se prône dans les petits moments dans le quotidien que je relate dans ce livre, mais à tout l'échelon, à l'échelon local, des villes, des régions. Il y a de gros efforts qui doivent être encore faits. Et ça passe vers un travail vis-à-vis de nos politiques aussi. Mais comment respecter la liberté de ces personnes qui sont atteintes par une pathologie, des personnes que nous pourrions qualifier de sans-voix? Comment pourrions-nous prétendre être le porte-voix de quelqu'un qui ne s'exprime plus ou qui s'exprime de telle manière que je ne comprends rien, ou presque rien? En étant à la fois leur guide et leur porte-voix, leur porte-parole, ce devoir de transmettre ce qu'ils sont en capacité de dire et de faire, pour que jamais la porte ne se referme vers le néant. La maladie d'Alzheimer n'est pas le néant. Ce sont des gens qui vont vivre autrement, en général des gens très âgés, et puis ce n'est pas quelque chose qui est une fin en soi, la fin du monde, la fin de la vie et de la vie sociétale. Donc c'est très important de porter aussi ce mémoire d'espoir vers une société bienveillante. Page 200, vous écrivez « La médecine est un art et le médecin son artisan ». Alors comment trouver le bon équilibre, docteur, entre les approches relationnelles et médicamenteuses? Évidemment, c'est la prise en charge globale ou holistique. On ne prend jamais en charge, quelle que soit la maladie, que le symptôme, que le cœur, que le poumon, que le cancer ou que le cerveau de mes malades. On prend en charge de façon globale. Je vous ai parlé des facteurs de risque vasculaire. Mais là, j'ai besoin de médicaments. Pour le diabète, j'ai besoin de médicaments. Mais j'ai besoin du psychologique, du soutien. C'est terrible de se faire une piqûre tous les jours, de doser, de regarder sa nourriture, etc. Donc je m'occupe, encore une fois, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Parce que c'est un métier que d'accompagner jusqu'au bout. Et c'est là la juste distance. La foi, l'amour ou la confiance vis-à-vis de quelqu'un que nous pourrions aussi nommer Dieu n'évite pas la souffrance, mais donne un peu d'espérance. La foi donne de l'espérance, le médecin donne de l'espoir, l'amitié c'est la philia, et nous à l'hôpital c'est l'agapé, c'est-à-dire donner de l'amour
sans nécessairement attendre en retour. C'est évidemment l'agapé. Être un médecin, c'est un art et c'est trouver le lien qui va faire que cette relation de confiance va se tisser au fil du temps et qu'on dira toujours « je suis là ». Et lorsque vous êtes face à cette fragilité en tant que médecin, est-ce qu'il vous arrive de douter de l'homme ou de douter de Dieu en fonction de vos convictions ? Je vous ai parlé de l'agapé, l'amour et l'âme. Ça a un sens pour nous de soigner et d'ailleurs ça s'appelle une vocation. Nous avons la vocation à être à l'autre, dans une relation d'ouverture à l'autre. Et vous savez, docteur, que pour prendre soin des autres, encore faut-il accepter de prendre soin de soi. Je pourrais dire ça aux aides-soignants, ou bien aux infirmières, ou bien aussi aux aidants qui accompagnent différentes personnes atteintes de pathologies. Prendre soin des autres, prendre soin de soi. Absolument. Et d'ailleurs, vous voyez, je ne suis pas fatiguée de faire ce que je fais, malgré mes multiples activités. Au contraire, la première des générosités, disait Descartes, c'est de prendre soin de soi pour être en capacité d'aider autrui. Et au terme de cette émission, docteur Lefebvre-Desnouettes, merci de rappeler aux auditeurs le titre de votre livre. Alors, mon livre s'appelle « Que faire face à Alzheimer ?» en sous-titre « Donner des années de vie meilleures » aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, docteur, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci à vous. Dans quelques minutes, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel en ce dimanche. Il vous est donné par l'abbé Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.